J'ouvre notre second débat. Vous le savez, on le choisit le plus souvent possible volontairement décalé de l'actualité du jour. Et il est consacré ce soir à la stratégie du Rassemblement national. La dédiabolisation, député, il y a une dizaine d'années, commence à porter ses fruits. L'hypothèse de voir le parti d'extrême droite arriver un jour au pouvoir n'est plus aussi improbable. Est-ce possible dès 2027? Avant d'en débattre, gros plan sur ces députés lepénistes qui ont joué pendant toute la séquence retraite, tout ce bras de fer, la carte du calme et de la sobriété. Adrien Pain. Depuis le début, vous êtes inexistant. Vous êtes une opposition en carton qui, à chaque moment de faiblesse du gouvernement, venait à son soutien. Ils sont passés presque inaperçus lors de l'examen de la réforme des retraites. Sur 20 000 amendements, les députés du RN n'en ont déposé que 200. Ils n'ont pris la parole qu'à de rares occasions, une attitude aux antipodes de celle des Insoumis au Palais Bourbon, se comporter comme un parti responsable, capable d'incarner l'alternance à Emmanuel Macron. Cette stratégie réussit au groupe RN, qui compte bien continuer sur cette ligne pour les textes à venir. C'est la stratégie qu'a décidé Marine Le Pen et le groupe en juin. C'est d'ailleurs la stratégie qu'on avait même avant, par exemple dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux. Donc c'est pas nouveau en fait, ça a été toujours l'attitude du marinisme. Après, il faut faire attention. Le fait d'être calme, de ne pas mettre de bordel à l'Assemblée ou de respecter les institutions, ça n'empêche pas d'avoir une opposition très dure sur le fond. Et sur le fond, je pense qu'on est extrêmement dur avec la majorité. Nous sommes même idéologiquement les plus opposés à ce qu'ils font. Cette discrétion semble payante si l'on en croit de récents sondages. Selon une enquête d'Elab publiée début avril, Marine Le Pen remporterait même la présidentielle si elle avait lieu aujourd'hui avec les candidats de 2022. Marine Le Pen est avec Fabien Roussel la seule personnalité qui apparaît renforcée dans la séquence que nous venons de vivre. Il y a toujours un côté repoussoir auprès de quelques catégories de population, les retraités, les professeurs intellectuels, les cadres supérieurs, mais le FN, le jean-marisme, le FNRN diabolisé, celui qui ne séduisait que des catégories très spécifiques, des jeunes, des ouvriers, des personnes non diplômées, ce jean-marisme-là semble avoir vécu. Pour poursuivre sa normalisation, le RN mise sur la formation de ses militants. C'est le cheval de bataille de Jordan Bardella. Le président du parti a lancé fin mars une école pour ses futurs cadres. Et je vous présente tout de suite mes invités dans ce second débat. Frédéric Pottier, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès et co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Marie Mollet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste au service politique de RTL et spécialiste du Rassemblement national. Hugo Paletta, qui est sociologue, doit être, voilà, ça s'appelle une entrée théâtrale. Bienvenue, bonsoir à vous. Bonsoir. Heureux de vous accueillir. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille et auteur de ce livre, La Nouvelle Internationale fasciste, qui est publié aux éditions Textuelles. Et Guillaume Darey, évidemment, est resté à mes côtés, ce qui est bien sympathique. Frédéric Pottier, ce plan de sobriété, c'est le terme qui était employé par le député RN à l'Assemblée, voulu par Marine Le Pen, est-ce qu'il est en train de porter ses fruits? Plan de sobriété pendant la première année de législature et puis notamment pendant toute la séquence retraite. Oui, à l'évidence, je pense qu'il a porté ses fruits. On voit que l'image du Rassemblement national a évolué, on voit que la dédiabolisation a été presque achevée. Le Rassemblement national est considéré comme un parti comme les autres, avec des porte-paroles plutôt crédibles. On vient d'en voir un à l'écran. Donc oui, cette stratégie, elle est plutôt payante pour l'instant. Ouais. Marie Mollet, est-ce que cette stratégie, je parle là de la réforme des retraites, de cette séquence spécifique, donc quasi-silence, ou en tout cas sobriété en contraste avec la NUP et LFI, est-ce qu'elle a été facilement acceptée par tout l'encadrement du Rassemblement national, ou est-ce que c'est vraiment la stratégie de Marine Le Pen, elle a dû un peu l'imposer? Non, alors déjà, cette stratégie, elle porte ses fruits, donc elle crée le consensus. Ce qui est amusant, c'est qu'au départ, avant le début de cette séquence des retraites, le RN était conscient que ça pouvait être un moment un peu compliqué, paradoxalement, parce que le RN marche sur une ligne de crête. C'est-à-dire qu'à la fois, il doit donner des gages à son socle populaire, à son socle traditionnel, c'est-à-dire donner des gages sur le volet social, donc en s'opposant à la réforme. Mais d'un autre côté, le but, c'est d'aller à la conquête d'autres électorats, et en l'espèce, l'électorat de droite, donc effectivement avec des grignoter sur l'électorat LR. Exactement, et donc ne pas lui faire peur. Et c'est précisément ce qui explique en fait cette stratégie de la discrétion, du silence, je ne sais pas, mais en tout cas de cette discrétion pour tenir ce chemin de crête, garder son socle
et aller à la conquête d'un autre socle. Oui, parce qu'effectivement, la retraite à 60 ans, ça ne parle pas forcément aux électeurs LR historiques. Exactement. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle a évolué sur ce point. Elle est passée à 62 ans. Et puis, effectivement, toute la question, le rapport à la rue également, hein, elle a essayé justement de manœuvrer. Alors, elle n'est pas la bienvenue dans la rue, donc ça réglait la question. Mais c'est de dire, chacun peut aller dans la rue s'il le souhaite. Je n'irai pas, mais les Français qui veulent le faire peuvent le faire sans difficulté. Alors, il y a les chiffres, hein, qu'il faut rappeler, plus de 41% des suffrages exprimés au second tour de la présidentielle. Ça représente 13 288 686 personnes qui ont voté Marine Le Pen. 88 députés aujourd'hui, c'est le groupe le plus fort de son histoire à l'Assemblée. Est-ce que vous diriez que il y a une sorte d'habitude de voter RN qui s'ancre dans une partie du corps électoral ? Oui, alors effectivement, en plus c'est en contraste avec ce qui se jouait dans les années 90 où c'était un électorat plutôt volatile, enfin qui pouvait être volatile. Dans les années 2010, ce qui s'affirme, c'est effectivement un vote qui se répète d'une élection à une autre. Donc ça, c'est effectivement la grande réussite de Marine Le Pen, de s'être ancrée, notamment dans certaines franges des classes populaires, certains territoires, plutôt les petites villes, plutôt les zones rurales ou semi-rurales. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui a changé, effectivement, qui est l'expression d'une normalisation dans le paysage politique, mais normalisation qui n'est pas simplement le produit de leur stratégie ou d'une habileté, etc. Ouais. Bon, ils peuvent être relativement habiles, plus ou moins, selon les différents porte-paroles, mais qui est lié à l'évolution du champ politique français qui a progressivement intégré le RN comme potentiellement une alternance normale. Là où, dans la dernière période, le Front républicain s'est presque en quelque sorte reconstitué, mais contre la France insoumise. Alors justement, je voudrais faire un peu de sémantique. Est-ce que vous parlez encore d'un parti d'extrême droite, Frédéric Potier ? Alors moi, je parle encore d'un parti d'extrême droite, mais il y a un débat. Il y a un débat, y compris à la Fondation Jean Jaurès, d'ailleurs, entre ceux qui considèrent que c'est devenu un parti de droite radicale, comme on en voit d'autres aux États-Unis, en Italie. Moi, je considère qu'il y a quand même un vieux fond d'extrême droite. On le voit sur les positions liées à l'immigration, aux étrangers. Mais le fait que le débat soit ouvert montre bien que le parti a évolué et que le champ politique a évolué. Hugo Paletta, justement, derrière la façade, est-ce qu'il y a toujours un fond idéologique d'extrême droite ? Il suffit de regarder les 22 mesures de Marine Le Pen. Les 3 premières, c'est les mêmes que celles du Front National de toujours. C'est autour premièrement de l'immigration et donc autour notamment de ce qu'ils appellent maintenant la priorité nationale, mais ce qu'ils ont longtemps appelé la préférence nationale. Ensuite, l'islam, avec la fermeture de nombreux lieux de culte, et l'insécurité. Donc, il y a ce point-là. Sur le fond idéologique, je ne crois pas qu'ils aient fondamentalement changé. D'ailleurs, en réalité, la plupart des cadres sont des cadres qui ont été formés par les vieux cadres du Front National. Marine Le Pen en premier lieu, entrée au FN en 86, elle a dû avaler toutes les couleuvres antisémites prononcées par son père sans jamais élever la voix à l'époque. Ou Louis Alliot, par exemple. Et par ailleurs, les alliés de Marine Le Pen, au plan international, il n'y a pas photo. C'est des leaders d'extrême droite. D'ailleurs, elle s'était félicitée de l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, elle s'était félicitée de l'arrivée au pouvoir de Trump. Son allié en Europe, c'est Orban, qui mène une politique à la fois ultranationaliste et réactionnaire sur le plan des droits des minorités, notamment des femmes et des LGBT, mais par ailleurs des politiques très violemment néolibérales. Donc on voit un peu quand même, malgré tout, quel est le type de projet politique qui est celui du Rassemblement national aujourd'hui, qui est un projet à la fois d'extrême droite et en grande partie néolibéral, par ailleurs. Sur le plan international, c'est d'ailleurs intéressant de noter qu'il y a une interview qui nous a un peu échappé en France la semaine dernière de Jordan Bardella, je crois, qui a été donnée en Italie, dans lequel il prend ses distances avec Giorgia Meloni en disant, en gros, notre proximité, c'est pas Giorgia Meloni, c'est Matteo Salvini. Donc ça replace bien idéologiquement Marine Le Pen et le Rassemblement national dans la lignée de Salvini et pas dans la lignée de Meloni qui se veut plus respectable au niveau international. Est-ce que c'est un débat dans vos rédactions respectives d'utiliser le terme extrême droite quand on parle du Rassemblement national ? Je reste avec vous, Guillaume, mais je vous poserai la question juste après. Moi, pour l'instant, j'ai jamais été confronté dans un sujet ou dans un direct ou dans une analyse à ce débat-là. Donc pour l'instant, je peux pas dire que c'est un débat. D'accord. Marie Mollet ? Ce débat, c'est le journaliste rubricard en charge qui le tranche, donc en l'occurrence à RTL, moi, et j'utilise le terme extrême droite pour les raisons qui viennent d'être évoquées, c'est-à-dire que le substrat idéologique reste le même, c'est-à-dire l'abrogation du droit du sol, la suppression de l'AME, la préférence nationale, et tout ça, ça rattache Marine Le Pen à la famille de l'extrême droite, même si effectivement elle a mis en sourdine ce sujet-là pendant la présidentielle. Oui, alors ce qui est étonnant, Frédéric Potier, c'est que, alors là, c'est peut-être la séquence qui veut ça, mais elle a pratiquement plus besoin de parler d'immigration. C'est comme si c'était intégré dans l'esprit des citoyens, des électeurs français, elle était en pointe, je mets des guillemets sur ces thématiques-là. Oui, c'est tout à fait frappant. On a l'impression qu'il y a un socle électoral, un socle politique qui fait qu'elle pourrait spontanément capitaliser sur la sécurité
et l'immigration. Et c'est très frappant de voir le Rassemblement national aujourd'hui investir des sujets comme ceux de la bataille culturelle avec ses attaques contre le wokisme, etc. Oui, il y a eu un colloque, c'est ça, qui a été organisé il y a 3 récemment. jours, où des positions et des rapports qui sont faits, par exemple, sur la question des zones à faible émission. Ouais. Donc la question écologique, la question des consommateurs. L'intelligence artificielle aussi. L'intelligence Jordan artificielle. Bardella, aller sur ce terrain. Vous vouliez intervenir? Oui, alors il y a un effet de rente. Ils ont une rente idéologique et politique sur les questions, enfin non pas les thématiques de l'immigration, sur la xénophobie, sur le fait de contester le droit du sol, contester les droits pour les minorités, pour des gens qui travaillent parfois ici depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, d'avoir les mêmes droits, etc. La préférence nationale, c'est bon. Donc ils ont une rente. Et par ailleurs, le fait de faire des incursions sur d'autres sujets, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans. C'était le projet de Bruno Maigret dans les années 90. Il y avait déjà dans la revue du Front National, National Hebdo, et ils avaient fait des colloques à l'époque sur l'écologie. C'est pas du tout nouveau. Même le social, ils l'ont investi à ce moment-là. Parce que précisément, le Parti communiste régressait dans la population, notamment dans la population ouvrière. Ils se sont dit, il y a un terrain pour nous. Donc, on a parfois pu dire que Marine Le Pen, c'est du maigretisme sans Maigret. Mais du point de vue de la stratégie, bien sûr, c'est ça. C'est être sur les fondamentaux tout en allant faire des incursions pour draguer d'autres pans de l'électorat. Alors, dans cette stratégie de normalisation, il y a aussi l'accès, Marie Mollet, à des postes de responsabilité à l'Assemblée nationale, 2 vice-présidents sur 6, 4 secrétaires sur 12. Comment ils se comportent dans ce rôle? On peut prendre l'exemple de Sébastien Chenu, qui est peut-être le plus médiatiquement visible des lieutenants de Marine Le Pen à l'Assemblée. Comment il se comporte comme vice-président? Il se comporte, j'allais dire... Normalement, c'est tout l'objectif, mais pour eux, c'est une image qui est un cadeau formidable. C'est quel cadeau pour marquer cette institutionnalisation. Un président de séance au perchoir en train de dire un peu de calme, chers collègues. C'était précisément le but, effectivement, de cette normalisation. Et en ce sens, la majorité a fait un cadeau au Rassemblement national, puisque vous le savez, ce sont les députés qui votent pour que des groupes puissent avoir des vice-présidents. Et la majorité a décidé de donner des postes au Rassemblement national contre l'avis de la NUPES. Donc effectivement, c'est un cadeau qui a été fait au Rassemblement national. Alors Sébastien Chenu, on va justement l'entendre, réaction sur la stratégie pendant ces débats sur la réforme des retraites. On écoute le vice-président de l'Assemblée, également député du Nord. Je pense qu'il y a d'un côté des gens irresponsables, de l'autre côté des gens qui ont peur de ne pas avoir la majorité. Bon, écoutez, nous on est là pour être sérieux. Nous on a déposé des amendements de fond, pas des amendements pour mobiliser du temps, pour discuter réellement de la pénibilité, de l'âge du départ en retraite. C'est ce qui intéresse les Français. Alors, on reviendra sur les gens irresponsables, évidemment, ils ciblent la NUP et la France Insoumise. Mais je voudrais, Frédéric Potier, revenir sur peut-être les résultats, voir si ça marche, cette stratégie auprès de l'électorat. Il y a eu 2 élections partielles, une en Ariège et une dans la Marne, si je ne me trompe. Alors, ce sont des partielles, il y a peu de participation, on ne va pas extrapoler, mais quand même, ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons. Alors, dans la Marne, la sortante Rassemblement national a été battue par une candidate de la majorité présidentielle. Et en Ariège, le Rassemblement national n'était pas au second tour, alors qu'il l'était en 2022. Après, il faut prendre avec beaucoup de recul ces élections partielles, parce qu'il y a peu de mobilisation. L'électorat RN se mobilise peu lors des partielles. C'est un électorat plutôt populaire. Donc, il ne faut pas en tirer de grandes leçons. Mais c'est quand même intéressant. C'est quand même des signaux qu'il faut intégrer, qu'il faut appréhender. C'est-à-dire que c'est quand même un parti, Marie Mollet, qui a critiqué le système pendant des années, voire des décennies, et qui maintenant essaye de se montrer le plus sobre possible dans le système. Oui. Il y a sans doute une contradiction pour une partie de l'électorat lepéniste. Alors, en tout cas, c'est effectivement tout le paradoxe, c'est se couler dans les institutions, mais il faut quand même garder un avantage concurrentiel. Donc, ça va être effectivement la difficulté, mais moi, je suis assez d'accord, c'est quand même un signal qu'il ne faut pas négliger dans tout le récit qui est fait là, en ce moment de la marche vers le pouvoir. Cette élection législative partielle, c'était une configuration qui était différente, mais c'est un signal qui n'est pas totalement neutre. Et effectivement, on voit que la marche ne sera pas forcément... un tapis rouge. Oui, évidemment. Quand Sébastien Chenu cible des gens irresponsables, il parle de la NUP ou de la NUPES. Est-ce que vous diriez quand même que par le choix, c'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, de tout conflictualiser, est-ce que ça facilite pas aussi la normalisation du Rassemblement national ? En effet miroir, quoi. On est en plein conflit social de très grande ampleur, très grande intensité. C'est assez logique que la gauche et sa composante peut-être la plus à gauche soit dans ce registre-là de confrontation sociale. Cette stratégie, elle a précédé la réforme des retraites, quand même.
Oui, bien sûr, mais bon, disons que moi, je suis en tout cas assez sceptique sur le fait qu'il y aurait un espèce de raz-de-marée pour Marine Le Pen. Elle est dans son rôle, si vous voulez, qu'on lui a donné et qu'elle a acquis parce qu'elle était là au second tour, donc elle est première opposante. Le pouvoir est fragilisé par le mouvement social. C'est assez normal qu'un peu mécaniquement, dans les sondages, elle progresse à ce stade-là. Ça dit pas grand-chose de la suite. D'autant plus qu'en réalité, je crois que les médias ont peu insisté sur le fait que pour moi, cette séquence a aussi révélé les faiblesses ou les incapacités du RN. Alors, ils se font tout petits, mais on voit en réalité une faiblesse du côté de leurs cadres. Ils ont peu de cadres, notamment à l'Assemblée, en réalité, pour intervenir, pour proposer des amendements, etc. Ils ont une très faible influence dans la société. Ils n'ont pas l'influence que peut avoir la NUPS dans le mouvement social, par exemple. Ils n'ont pas de capacité à mobiliser dans la rue, etc. Ce qui, quand même, pour une force politique depuis le 19e siècle, est quelque chose d'important. Donc, et par ailleurs, sur le plan programmatique, c'est pas très cohérent. Elle fait croire qu'elle est encore pour la retraite à 60 ans pour une partie de son électorat, mais en réalité, on voit bien que c'est pas seulement que c'est passé à 62 ans. Pour certains, dans son projet, ça passerait à 67 ans. Donc en fait, il y a une retraite modulable selon l'entrée dans la vie active entre 60 et 67 ans. Ça, c'est passé sous les radars. On en parle très peu. On se félicite beaucoup en disant la stratégie, mais d'une certaine manière, on va beaucoup dans le sens du RN. Sa stratégie discursive, c'est de dire nous avons une sorte de voie royale jusqu'à 2027. Si on passe son temps à dire que c'est génial, ce sont des très grands stratèges, ça marche à fond, etc. C'est vrai qu'on leur favorise le terrain. Hein. Ouais, alors ça pose évidemment, Guillaume, la question de la stratégie des autres forces politiques et notamment de l'exécutif. Le gouvernement qui semble moins offensif à l'égard du Rassemblement national ces derniers mois. Et Emmanuel Macron le premier, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai changement de cap par rapport au premier mandat où on accusait même le chef de l'État en quelque sorte de s'être choisi sa première opposante, puisqu'elle avait théorisé, vous savez, cette opposition, disait-il, entre nationalistes finalement et européens qu'il défendait en première ligne, notamment lors des précédentes élections européennes. On voit qu'aujourd'hui, il tape d'abord sur la NUP et en particulier les filles, évidemment, parce qu'il veut essayer de continuer à fracturer la gauche, parce qu'aux yeux de l'électorat de droite, ça lui permet aussi d'apparaître comme le garant des institutions et de l'ordre. La majorité, plus largement, tape moins sur les RN aussi, parce que les parlementaires de Renaissance, notamment, vous expliquent bien qu'ils leur semblent plus lisses, qu'ils ont moins de prise dans le débat public, ce qui est une évidence quand on le constate. Et puis, je vais peut-être apparaître un peu cynique, mais certains députés de la majorité le disent clairement en off, comme on dit. Dans une Assemblée nationale où la majorité n'a qu'une majorité relative, c'est peut-être pas inutile de temps en temps, même s'il n'y a évidemment aucun accord formel, d'avoir une partie de ces députés RN qui votent certains textes. Alors, est-ce que cette relative clémence inquiète ou interroge dans la majorité ? Oui, ça interroge. D'ailleurs, en premier lieu, la Première ministre, Elisabeth Borne, qui, en privé, s'alerte en quelque sorte du rôle qui est, d'après elle, laissé par les Républicains et une partie de la gauche à Marine Le Pen. Elle estime que finalement ces deux forces lui laissent, je cite, le monopole de la responsabilité et elle s'en alerte particulièrement. Ça alerte aussi toute une partie de l'aile gauche du gouvernement, en particulier des ministres comme par exemple Clément Beaune, qui expliquait d'ailleurs dans la presse il y a quelques jours publiquement, je cite, « Il ne faut pas perdre notre boussole, c'est la menace de l'extrême droite ». Et plus franchement, il y en a un qui me disait, c'est pas parce que les députés RN sont sympas et nous serrent la main à la buvette qu'il faut oublier quelles sont leurs convictions et leurs programmes. Et Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, quand vous parlez avec ses proches, il vous explique qu'il a une hantise en quelque sorte, c'est d'être le chef de l'État qui accueillerait Marine Le Pen sur le perron de l'Élysée en 2027 pour la passation de pouvoir, et que donc il fera absolument tout pour éviter cela, y compris... Syndrome Obama, quoi. Voilà, absolument, comme Obama avec Trump, et qu'il fera tout pour éviter ça, et que donc il soutiendra, quel que soit le candidat de son camp, même s'il y a, comme toujours, parfois des inimitiés personnelles, que ce soit par exemple avec Bruno Le Maire ou avec Édouard Philippe. Donc le chef de l'État dans les prochains jours, et c'est ce qu'on voit dans son interview aux Parisiens hier, a décidé aussi de reprendre ce combat contre le Rassemblement national. Alors ça passera pas du tout par une rediabolisation en quelque sorte. Ce qu'il considère comme un outil et une arme politique, c'est ce qu'il revendique finalement comme un discours de vérité. Et je vais reprendre la citation d'ailleurs de ses propos dans le Parisien hier. Je le cite, « Marine Le Pen arrivera si on ne sait pas répondre aux défis du pays et si on installe une habitude du mensonge ou du déni du réel », c'est ce que dit le chef de l'État. Pour avoir plus de clarté, ça veut dire qu'il veut parler de tout, je le cite, sans tabou, à commencer par l'immigration. Mais ça veut dire là que ses opposants vont considérer au contraire qu'il favorise le Rassemblement national. C'est passionnant ce que vous dites, parce que là, on a une citation qui a été publiée ce matin, mais si on remonte quelques années en arrière, écoutez une intervention du chef de l'État le soir de sa première victoire à la présidentielle, on est le 7 mai 2017, voilà ce que nous dit le tout nouveau président Macron. Je veux enfin avoir un mot
pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte, mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'ils n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Frédéric Pottier, a-t-il vraiment tout fait pour empêcher ça, ou est-ce qu'au contraire, on revient à ce que nous décrivait Guillaume Darré tout à l'heure, finalement, c'était un peu l'opposante idéale quoi, dans une perspective de second tour pour Emmanuel Macron? Ouais, je crois qu'il y a quand même un risque de piège assez gros quand même, parce qu'aller vouloir chercher le Rassemblement national sur la sécurité et l'immigration, notamment au Parlement, je ne crois pas que les parlementaires du Rassemblement national leur feront ce cadeau de voter les textes gouvernementaux. Ils trouveront toujours que ça ne va pas assez loin, que ce n'est pas assez dur. Et moi, ma crainte, on peut faire... S'ils votent une partie des textes. Même s'ils votent une partie des textes. Alors, ils le feront avec courtoisie et beaucoup de délicatesse, puisque c'est désormais le style qui est choisi. Mais j'ai bien peur qu'à trop vouloir aller sur ce terrain-là, le gouvernement se prive de ce qui était au départ l'ADN du macronisme, c'est-à-dire en même temps le centre-gauche, le centre-droit. Là, on a quand même l'impression d'avoir quelque chose qui dérive quand même très doucement et de manière structurelle et sans limite vers la droite. Hugo Paletta, est-ce que c'est pour vous une erreur au-delà de la stratégie, une erreur de ne pas s'attaquer au contenu du programme, de regarder vraiment ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire quel est le programme du Rassemblement national, quel est le programme en matière de retraite, pourquoi ça n'a pas été fait selon vous par le gouvernement, par l'exécutif pendant ce débat sur les retraites? Est-ce que c'est simplement parce qu'ils ne donnaient pas prise, en étant les plus discrets possibles, ou est-ce qu'il y avait une part de volonté? Parce que je pense qu'une partie déjà du programme actuel du RN est en continuité avec ce que propose Emmanuel Macron. Enfin, sur les impôts, par exemple, de production qu'il faudrait baisser, même y compris sur le projet de réforme des retraites. L'opposition frontale, c'est celle portée par la NUP, sur la retraite à 60 ans, etc. Bon. Mais pour revenir sur le sujet, il y a cette vieille citation de Jean-Marie Le Pen qui est, à la fin, les gens préfèrent l'original à la copie. Donc, effectivement, c'est une stratégie perdante. Ça fait 40 ans que cette stratégie est mise en œuvre, enfin peut-être 30 ans, depuis notamment Jacques Chirac. C'est à cette occasion-là, d'ailleurs, quand il avait tenu des discours anti-immigrés sur le bruit et l'odeur, que Jean-Marie Le Pen avait dit « Je me félicite des propos de M. Chirac et en gros, à la fin, les gens voteront pour nous. » Et c'est vrai, c'est ça qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est la tentation de tous les gouvernements depuis 30 ans, quand ils ont un problème de consentement à leur politique de privatisation ou sur les retraites, par exemple, c'est d'aller sur le terrain de la xénophobie, d'aller sur le terrain, y compris de l'autoritarisme. Et en fait, ça crédibilise à chaque fois l'extrême droite. Et à terme, enfin, c'est ce qu'on a vu depuis... Bon, il y avait eu l'exemple aussi de Valls en 2016 et de Hollande sur la déchéance de nationalité, qui était une mesure uniquement proposée par l'extrême droite auparavant. Donc tout ça, ça a eu des effets. Ça a crédibilisé et banalisé le Front National depuis 30 ans. Donc là, la vérité des prix, c'est ça. Ouais. Marie Mollet, est-ce qu'il y a eu effectivement un débat au sein de la majorité pour s'attaquer un peu plus au Rassemblement national, notamment sur les retraites, pointer d'éventuelles contradictions dans le programme de Marine Le Pen sur les retraites? En fait, moi je pense que la question des contre-discours, ça va être la grande question, comment revitaliser, comment rénover les contre-discours. Et en fait, cette question, elle n'est pas tranchée, y compris dans la majorité. Parce qu'il y a deux stratégies, effectivement. C'est soit de dire, bon, maintenant, on raffermit le front républicain, on rappelle qu'elle est d'extrême droite autant de fois qu'il sera nécessaire, ou alors est-ce qu'on se dit, cet argumentaire est effectivement complètement éculé, voire insultant pour l'électorat de Marine Le Pen, et donc il est contre-productif. Donc voilà, effectivement, la grande question, c'est de dire, est-ce qu'on rentre sérieusement dans le programme? C'est aussi une question qui se pose à gauche. Il y a un député EPS qui me disait, mais la vérité, c'est qu'on ne connaît pas bien le programme de Marine Le Pen, on ne l'a pas bien analysé. Mais est-ce que c'est, à ce moment-là, pas prendre le risque de la rendre sérieuse en prenant son programme au sérieux et participer à sa normalisation? Pour aller dans votre sens, il y a par exemple des députés de l'aile droite de la majorité, Guillaume Kasbarian par exemple, qui dit, mais à un moment donné, il va falloir qu'on soit très offensif sur l'immigration pour siphonner l'extrême droite, un peu comme l'ont fait les Danois, c'est-à-dire récupérer un programme extrêmement agressif et brutal sur l'immigration pour faire baisser l'extrême droite. Effectivement, l'extrême droite a baissé. La gauche vous répond, dans cette même majorité, ou en tout cas dans l'aile gauche de la majorité, on ne va pas devenir d'extrême droite pour battre l'extrême droite, on ne va pas s'en sortir. Donc en fait, ça pose des questions qui sont absolument fondamentales, qui ne sont pas tranchées.
Et on verra bien. D'ailleurs, à ce propos, il y a du côté du groupe Renaissance, il y a une cellule anti-Front National, anti-Rassemblement National qui va être activée à la rentrée parlementaire. La gauche va lancer une convention, reconquérir les classes populaires avec un tour de France dans les terrains, dans les territoires RN, plus une commission d'enquête citoyenne pour essayer de comprendre comment et pourquoi et quand la gauche a perdu son électorat populaire. Donc on est dans une phase un peu d'exploration parce qu'en réalité, la gauche et la majorité n'ont pas eu à se poser avec tant d'acuité la question de l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Alors vous vouliez dire... Ce qu'on entend, Thomas, en tout cas, quand on entend ce qu'a dit Emmanuel Macron au soir du second tour de son élection en 2017, c'est que c'est aussi un constat d'échec, puisque 5 ans plus tard, certes, il est réélu président de la République, mais Marine Le Pen est à 41% des suffrages au second tour de l'élection présidentielle. Après, pour aller dans votre sens, je pense qu'il faut effectivement modérer les discours qui annoncent déjà Marine Le Pen à l'Élysée en 2027, parce que même dans l'équation... Les sondages aujourd'hui veulent pas... Les sondages, et même dans l'équation politique, c'est-à-dire ce qui a fait sa force, c'est qu'elle a tout le temps été dans une position finalement d'opposante au candidat jugé favori ou au président sortant. Quelle sera son attitude dans une position peut-être de favorite à la prochaine élection présidentielle? Elle est quand même loin d'être, pour l'instant, embarquée sur le début de la rue du Faubourg Saint-Honoré. D'autant qu'effectivement, pour l'instant, elle joue le miroir, le négatif d'Emmanuel Macron. Elle a encore fait ce week-end en allant sur une foire à Beaucroissant en Isère, où effectivement, elle a eu les images qu'elle était allée chercher de ferveur des fusions, etc. Mais ce ne sera pas Emmanuel Macron face à elle. Donc cette stratégie, elle marche à court terme, mais ce sera quelqu'un d'autre. Donc il va falloir qu'elle trouve une autre stratégie. Frédéric Potier, votre avis là-dessus, une Marine Le Pen favorite, ça change effectivement, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais ça change forcément la stratégie de tous les autres. Oui, parce qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Ça, c'est une citation très célèbre. Et c'est vrai qu'en étant favori et non pas outsider, elle va devoir présenter un programme, on va l'attendre au tournant, on va attendre des réponses sur un certain nombre de points sur lesquels elle n'a pas forcément l'habitude de parler. Je pense au logement, je pense à l'inflation. Et c'est là où il y aura effectivement la vérité des prix sur la prochaine campagne. Et 4 ans, c'est quand même très très long. Donc là aussi, il faut avoir beaucoup de recul sur ce qui va venir. Et on est évidemment ultra prudent et on ne tire pas des plans sur la comète. Il y a un an, rappelez-vous, elle disait qu'elle ne serait probablement pas candidate à la prochaine élection présidentielle. Ça a duré quoi 6 mois. 2 mois selon ses proches. Oui, c'est ça, juste après les législatives. Mais donc, pour arriver dans une éventuelle, je mets évidemment tous les guillemets et de la prudence, position de favorite, il y a évidemment d'autres échéances électorales d'ici là. Il faudrait bien y figurer. On va justement en parler tout de suite avec Alexandre Poussard, puisque la première des échéances, c'est le mois de septembre. Rebonsoir Alexandre. Rebonsoir. Et ce sont les élections sénatoriales, évidemment. Effectivement, Thomas, le 24 septembre prochain, la moitié du Sénat est renouvelable. Cela fait quand même 172 sièges de sénateurs qui sont remis en jeu. On le rappelle, actuellement, le Rassemblement national n'a pas de sénateur, car il y avait bien Stéphane Ravier, le sénateur des Bouches-du-Rhône, mais à la dernière présidentielle, il est parti rejoindre les rangs d'Éric Zemmour et de Reconquête. Donc, la direction du Rassemblement national compte bien remédier à cette situation. Et regardez ce que disait Marine Le Pen en septembre dernier. C'était la rentrée de son parti au Cap d'Agde et elle affirmait les prochaines élections sénatoriales corrigeront, je l'espère, cette inconvenance démocratique qui perdure au Sénat. Et je lance d'ores et déjà un appel aux maires, aux grands électeurs attachés au pluralisme à se mobiliser avec nous pour la défense de cette démocratie de proximité que sont les communes, même les plus petites. Alors dans cette optique, le parti du Rassemblement national se prépare activement. La quasi-totalité des candidats aux sénatoriales sont investis. Sur le terrain, les 88 députés RN sont même mobilisés pour aller à la rencontre des maires et des conseillers municipaux qui composent le collège de grands électeurs qui élisent les sénateurs. Et l'objectif, c'est notamment de parler aux maires sans étiquette et d'évoquer le travail, les propositions, les amendements qui ont été faits et défendus par les députés RN depuis un an à l'Assemblée nationale. Et parmi les départements qui sont visés par le RN dans ces élections sénatoriales, il y a notamment le Nord, le Pas-de-Calais, la Moselle et puis aussi la Haute-Marne, Mayotte. Ce sont des territoires où le RN est plutôt bien implanté et aussi les Pyrénées-Orientales puisque le parti dirige la ville de Perpignan. Alors, est-ce que le RN pourrait former un groupe au Sénat, c'est-à-dire avoir plus de 10 sénateurs? Alors, malgré toutes ces ambitions, malgré cette stratégie sur le terrain, cela semble
peu probable que le RN ait un groupe politique au Sénat, c'est-à-dire au moins 10 sénateurs, parce que ça dépend du mode de scrutin de ces élections sénatoriales. On le rappelle, dans chaque département, ce sont, dans ce corps de grands électeurs, 95% de conseillers municipaux. Le reste, ce sont des conseillers régionaux, départementaux et des parlementaires qui élisent les sénateurs. Donc ce sont les résultats des dernières élections municipales qui donnent la tendance du résultat des élections sénatoriales. Et le problème, c'est que le RN, en 2020, lors des dernières élections municipales, a fait un piètre résultat, puisqu'il n'a gagné que 16 communes sur les 35 000 que compte le pays. Donc c'est peu probable qu'il y ait 10 sièges de sénateurs en septembre prochain. L'objectif, c'est plutôt de faire mieux qu'en 2014, où à l'époque, le Front National avait, pour la première fois de son histoire, fait entrer 2 élus au palais du Luxembourg. Et puis, cette campagne de terrain, de proximité vis-à-vis des élus locaux, eh bien, elle a un autre objectif à plus long terme. Ce sont les élections municipales 2026, où là, eh bien, le but, c'est vraiment de corriger ce manque d'implantation locale du RN. Merci Alexandre pour toutes ces informations. Hugo Paletta, c'est quoi? C'est peut-être l'un des principaux échecs de Marine Le Pen, la difficulté ou l'incapacité de créer cet ancrage local, notamment aux élections municipales? Il y a des victoires relatives malgré tout. Ouais. Ils ont conquis un certain nombre de villes, ils ont conquis notamment une grande ville qui est une assez grande ville qui est Perpignan. Donc c'est vrai que ça reste... Non, ils sont forts, plus les villes sont petites, plus ils sont forts, c'est ça? Oui, et parfois même sans aucun ancrage militant. C'est un peu ça le paradoxe. Alors il y a des ancrages militants, notamment dans le Pas-de-Calais par exemple, mais globalement le parti reste faible. On insiste trop peu sur en réalité les incapacités du Rassemblement national, qui datent de très loin en réalité. Par exemple la très faible... la très grande faiblesse de l'encadrement des cadres du RN, ça date de Maigret, enfin du départ de Maigret d'ailleurs. Et depuis, ils n'ont jamais réussi à en réalité combler ce déficit de cadres. Ils essayent là en créant une école de formation dirigée par un sondeur qui est Jérôme Sainte-Marie, mais bon, on verra ce que ça donne. À ce stade, les parlementaires n'ont pas véritablement fait la preuve, les parlementaires RN n'ont pas vraiment fait la preuve qu'il y avait eu un grand progrès de ce point de vue-là. Enfin, il faut aller regarder justement, et c'est pas très... C'est pas très fort de ce point de vue-là. On y reviendra sur l'isolement, on va dire, relatif de Marine Le Pen, mais j'aimerais vous entendre, Marie Mollet, sur les difficultés du Rassemblement national à remporter plus de mairies, à s'ancrer localement. Comment vous l'analysez? Alors effectivement, Perpignan en 2020, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt d'un échec relatif. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est donc 16 mairies RN. Effectivement, les bastions ont été gardés, les scores ont été renforcés dans les bastions qui avaient déjà été gagnés, mais en fait, ils n'ont pas réussi. C'est le grand échec de Marine Le Pen en 10 ans de présidence à la tête du RN. L'ancrage local, c'est le grand échec. Ça s'est vu de nouveau au régional où, en 2021, elle a perdu des conseillers régionaux. Donc, c'est effectivement la mission de Jordan Bardella, c'est-à-dire réussir là où elle a échoué. Et pourquoi? Eh bien, notamment parce qu'il manque de bras au Rassemblement national. Il manque de militants pour aller labourer ce terrain. Et il manque effectivement de formation. Et on le voit quand on suit le groupe RN aussi à l'Assemblée, quand on s'assoit en tribune. Ce sont toujours les mêmes qui prennent la parole. Il y a quelques visages qui ont émergé, Laure Lavalette, Thomas Ménager par exemple, mais en réalité c'est une poignée. Et parmi les 88 députés, eh bien, la plupart restent dans l'ombre et ne participent pas en tout cas à la partie visible du travail parlementaire. Oui, Frédéric Pottier, c'est quand même une vraie question. Est-ce que le Sénat peut indéfiniment rester un bastion sans RN? C'est-à-dire de représentativité, je sais, ce sont les règles, ça fonctionne comme ça, voilà. Ce sont les règles, elles s'appliquent, sauf à vouloir complètement transformer le Sénat et en faire une chambre socio-économique comme l'avait rêvé le général de Gaulle et d'autres d'ailleurs. Mais là, ce serait qu'en l'état, on voit difficilement comment le RN pourrait progresser au Sénat, sachant qu'au municipal, la vraie difficulté, c'est avoir des listes. Le RN a beaucoup de mal à avoir des candidats au municipal. Donc il faut y voir Mais comment ça s'explique? Il y a encore chez certains la réticence à s'afficher RN? Oui, je crois qu'il y a toujours une réticence à s'afficher RN sur une liste, avec son visage, avec la difficulté à assumer aussi complètement ce programme. Et puis, cette école de cadre, elle n'a pour l'instant pas produit beaucoup d'effets. Marie? Juste pour aller dans votre sens, je me souviens d'un reportage que j'avais fait pour les municipales de 2020 pour RTL, où j'étais allée en porte-à-porte avec la tête de liste à Istres, qui n'avait pas assez de personnes pour faire une liste. Justement, elle faisait du porte-à-porte pour aller glaner des colistiers. Et
peu importe qui c'était. Elle proposait même aux femmes de ne pas mettre leur nom d'état civil, de mettre leur nom de jeune fille pour ne pas avoir à s'afficher. Ce qui montre que la normalisation a aussi ses limites encore. Pour le moment, et bien effectivement, oui, c'est se marquer au fer rouge à certains endroits que de s'afficher à Rassemblement National. Donc oui, effectivement, on propose aux femmes de ne pas s'afficher avec leur vrai nom pour pouvoir constituer une liste quand il n'y a pas ou quand il n'y a pas assez de monde pour constituer une liste. En revanche, il y a un scrutin qui est historiquement favorable au Rassemblement National et précédemment au Front National. C'est évidemment, sont les élections européennes. 84, les 11% de Jean-Marie Le Pen. C'est un peu l'irruption de Jean-Marie Le Pen sur la scène politique française. Hugo Paletta, en tout cas à ce niveau de résultats. Est-ce qu'ils considèrent que c'est une élection presque gagnée d'avance, les européennes, dans laquelle ils sont forcés de bien figurer? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Sincèrement, je n'ai pas leur retour. Après, juste pour revenir un tout petit peu sur le point précédent, je pense que ce que ça montre par ailleurs, ce degré, enfin, encore limité de normalisation, c'est que la stratégie consistant à démasquer le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, sur ses fondamentaux, sur son programme, etc., a une certaine effectivité. C'est qu'elle empêche son ancrage militant et électoral au plan local. Et donc sa construction. Donc il faudrait le faire. En tant qu'appareil. Alors que certains opposants au Front National ne le font pas. Tout à fait. Ouais. Alors je vous pose la question que je posais à Hugo Paletta, je vous la pose à vous sur cette perspective des européennes. Comment ils l'anticipent au Rassemblement National? Ils disent que c'est une élection facile. Voilà, c'est leur terme. C'est une élection facile. Jordan Bardella était arrivé en tête de peu. Le but, c'est de nouveau d'arriver en tête. Si possible, d'aller vampiriser l'électorat d'Éric Zemmour, 2,5 millions de personnes, pour venir grossir les rangs. Si possible, tuer LR. Le Rassemblement National fait le pari de la disparition de LR aux européennes, c'est-à-dire moins de 5%, c'est-à-dire pas d'eurodéputés aux élections. Donc effectivement, le but, c'est de cranter, selon le terme utilisé dans l'état-major, et de récupérer, de capitaliser sur les retraites aux prochaines échéances électorales que sont les européennes. Voilà. Après, Marie parle de la droite, mais l'un des autres échecs de Marine Le Pen, c'est qu'elle fait peut-être venir à elle des électeurs de droite, mais contrairement à ce qu'elle avait annoncé et souhaité, il n'y a pour l'instant aucun cadre notable des Républicains qui a fait la bascule et qui souhaiterait un accord avec le Rassemblement National. Même Éric Ciotti, qui est décrit par ses opposants comme quelqu'un qui serait idéologiquement proche du Rassemblement National, a toujours mis une frontière hermétique avec le Rassemblement National. Donc là-dessus, elle a échoué. Ces dernières années, on a vu, alors certes d'anciens comme Thierry Mariani, comme Jean-Paul Garot, rejoindre le Rassemblement National, mais c'était quand même des élus, en tout cas de seconde division, et pour l'instant, il n'y a pas eu de mouvement majeur. Personne dans les cadres du bureau politique des Républicains dit qu'il faut passer un accord avec le RN et avec Marine Le Pen. Frédéric Potier, vous vouliez intervenir. Oui, rappelons les chiffres. Jordan Bardella avait obtenu 24%, je crois, aux dernières élections européennes. Ils avaient déjà vampirisé la liste LR qui était conduite par François-Xavier Bellamy avec un positionnement très à droite, très conservateur. On voit que ça n'avait pas été une très très bonne stratégie. Donc là, c'est vrai qu'atteindre 23-24%, ça paraît assez raisonnable pour le Rassemblement national. Et donc l'enjeu, ce sera plutôt de voir ce qui se passe du côté de gauche de l'échiquier politique. Je reste avec vous. Est-ce que le nom Le Pen peut être un frein à l'accession au pouvoir du Rassemblement national? Derrière, il y a une hérédité, il y a un passif, il y a un passé. Donc oui, moi je pense que la marque Le Pen, elle parle aux électeurs, mais elle a aussi des limites, tout à fait, oui. Votre avis là-dessus, Marie Mollet? Je crois aussi que le patronyme est encore un pois. Ça veut pas dire que... Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas candidate. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas 50%, dans 4 ans. Enfin 50% plus 1. Enfin, je veux dire, jusqu'à quel point ça reste un frein, c'est ça la question. C'est oui, ça reste un frein, bien sûr. Voilà, Patrick Buisson, on l'a entendu, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, lui continue de dire qu'elle ne sera jamais élue parce que c'est une Le Pen et que c'est un fardeau trop lourd pour accéder au pouvoir. Certains ex-cadres du RN, d'ailleurs, l'ont dit il y a quelques jours, pareil. Oui, exactement. Exactement. Donc... c'est difficile à dire en réalité jusqu'à quel point c'est encore un frein. Nous verrons, mais effectivement, pour revenir sur ce que disait Guillaume, la question des LR et des mains tendues, on voit Jordan Bardella qui tend des mains grandes ouvertes à François-Xavier Bellamy ou Nadine Morano, eurodéputée LR. Et aujourd'hui, ces mains, elles ne sont pas saisies. Elles seront très probablement
pas saisi jusqu'aux européennes, et ça reste, on parlait de la question de l'accession au pouvoir, la question des alliances et la question de la solitude, c'est un des grands freins à son accession au pouvoir. Qui pour gouverner avec Marine Le Pen? Les seuls qui ont saisi ça, peut-être, c'est finalement plus les élus, enfin les députés qui ont vu l'état électoral de leur circonscription. Ce qu'on a vu au travers de la motion de censure, c'est globalement, quand vous regardez les députés qui ont voté la motion de censure, les députés républicains qui ont voté la motion de censure, c'est pour la plupart ceux qui ont un RN extrêmement haut dans leur circonscription, et ça ne leur avait pas échappé que Jordan Bardella avait dit « Ceux qui votent notre motion, la prochaine fois aux législatives, on ne mettra pas de candidat face à eux. » Je reviens sur la question d'une alternative interne à Marine Le Pen. Vu comment fonctionne le Rassemblement national, est-ce qu'on peut imaginer, alors c'est dans 4 ans, un autre que Marine Le Pen, tête de liste à la présidentielle? Si elle décide que ce sera elle, ce sera elle. Ouais, c'est aussi elle a le nom, elle a la légitimité en quelque sorte patrimoniale. Après, pour répondre à votre question, ça n'est un frein, le nom que... Enfin, ça n'est pas un frein si on continue de faire des interviews où on lui demande comment aller avec ses chats et si on découvre le programme réel du Front National seulement dans l'entre-deux tours. Ce qui s'est quand même passé la dernière fois, c'est que pendant des mois, on a peu décrypté le programme du Front National et ça s'est fait en gros dans l'entre-deux tours en se disant « Ah tiens, peut-être qu'elle a une chance de gagner cette fois-là ». Enfin, elle n'a pas gagné, mais elle a fait 8 points de plus, presque plus de 3 millions de voix de plus. Donc la question, c'est surtout comment l'élite, pour moi, comment l'élite politique va continuer de traiter, enfin une des questions, c'est l'élite politique, mais aussi médiatique, va continuer à traiter Marine Le Pen ou va traiter Marine Le Pen dans les 4 années à venir, comme une alternance tranquille et normale, voilà, ou comme quelque chose d'autre qui relève effectivement de la famille de l'extrême droite et donc qui porte un projet particulièrement dangereux. Je voudrais qu'on regarde un sondage récent, 20 avril, sondage IFOP, qui fait un comparatif entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors, on ne vous a pas tout donné, mais on va vous donner déjà le thème et le résultat général. Des 2 personnalités suivantes, voilà la question posée. Laquelle préférez-vous? Elle arrive devant Emmanuel Macron, Marine Le Pen, avec 45%. Pour 42% au président de la République. Ensuite, moi j'ai choisi 2 catégories socio-professionnelles que je trouve intéressantes. Auprès des ouvriers, même question posée auprès des ouvriers, là elle est très 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 largement en tête, Marine Le Pen. 61% des ouvriers préfèrent Marine Le Pen, 25% Emmanuel Macron. Et si on regarde une autre catégorie, qui est la catégorie des artisans commerçants, là aussi, une victoire assez large de l'ancienne candidate du Rassemblement national, 53%, 37% pour Emmanuel Macron. Marie Mollet, sur les traits d'image, parce que c'est intéressant aussi de voir, ça permet d'évaluer un peu comment un personnage évolue aux yeux des électeurs français. Quels sont les traits d'image qui ressortent en ce moment pour Alors effectivement, Marine Le Pen est très méfiante sur les bons sondages. Elle a payé pour voir des excellents sondages régionaux, même lors de la présidentielle. Elle finit toujours plus bas. Elle finit toujours plus bas. On a eu du 49-51%. Elle perdait, mais à 49%. Donc elle se méfie. Il y a une étude effectivement qui a attiré l'attention dans l'état-major du RN. C'est le sondage IFOP sur les traits d'image d'il y a 3 semaines, dans laquelle, pour la première fois, elle apparaît compétente pour une majorité de Français, 52%, plus 6 points sur un an. Et ça, c'est la mère des batailles pour Marine Le Pen, celle de la compétence et de battre en brèche cet éternel procès en incompétence qui lui colle à la peau. Elle a tenté de le combattre tout au long de la présidentielle, quitte à mettre en sourdine l'immigration, mais à publier des livres blancs, des livres noirs, des chiffrages, c'était une pluie de chiffres, pour tenter de se crédibiliser parce qu'elle sait que c'est sa grande difficulté. C'est ce que nous disaient et ce que nous disent encore les cadres, c'est de dire l'autre difficulté, c'est qu'aujourd'hui encore, certains Français pensent que si on arrive au pouvoir, la France s'effondre. Voilà, c'est la mère des batailles. Donc ça, effectivement, c'est le grand sujet. La stature présidentielle aussi, je crois, progresse plus 8 points de mémoire. Donc voilà, ça c'est effectivement des éléments qui n'ont pas échappé ni à Marine Le Pen ni à son entourage. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Hugo Paletta, le titre de votre livre, La Nouvelle Internationale Fasciste, livre qui est publié aux éditions Textuelles. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Vous pouvez également retrouver cette émission en replay sur notre nouvelle plateforme publicsena.fr, la nôtre et toutes les autres émissions de la chaîne, évidemment. Belle soirée.